Thomas Peters s'apprêtait à entreprendre un voyage périlleux. Mais au moment où le navire quittait la Nouvelle-Écosse, à l'été 1790, il avait déjà survécu à l'esclavage, brisé ses chaînes et servi vaillamment dans l'armée britannique. Ce n'était pas un homme qui reculait devant le danger. Il était désormais en route pour défier directement le gouvernement britannique concernant les promesses non tenues. Son courage allait bientôt faire de lui le père d'une nation, mais le chemin serait semé d'épreuves et de trahisons inattendues. Bienvenue sur Écho du temps, où les échos du passé révèlent des destins extraordinaires. L'histoire de Thomas débute dans l'actuel Nigeria, où il naquit prince Egba en 1738. Bien que les détails de sa vie dans sa patrie soient peu connus, il était probablement éduqué et influent. Malheureusement pour Thomas, les marchands d'esclaves n'en avaient cure. À l'âge de 22 ans, il fut kidnappé, contraint de monter à bord d'un navire et vendu en Louisiane française. Comme on peut l'imaginer, un prince n'acceptait pas de bon gré d'être vendu à l'autre bout du monde pour récolter de la canne à sucre. Sa première tentative d'évasion se solda par une sévère flagellation, ce qui n'était sans doute pas la meilleure méthode pour le convaincre de rester. Après une deuxième tentative, il fut marqué au fer rouge. Et après la troisième, on lui imposa de lourdes chaînes qui l'empêchaient de se déplacer facilement sur la plantation. Mais Thomas demeura indomptable, et il semble que ses geôliers le savaient. Quelques années après son asservissement en Louisiane, il fut vendu à William Campbell, de Wilmington, en Caroline du Nord. Là, il passa du travail brutal dans les champs de canne à sucre à une vie de charpentier de moulin asservi. Son travail consistait à réparer et à construire les moulins qui alimentaient l'industrie à Wilmington et dans ses environs. À l'été 1775, Les propriétaires d'esclaves le long de la côte atlantique paniquèrent, alors que des rumeurs se propageaient selon lesquelles les Britanniques encourageaient les personnes asservies à se rebeller contre leurs oppresseurs. Et honnêtement, ce n'était pas une simple rumeur. Bien que les Britanniques maintenaient encore des millions de personnes en esclavage au sein de leur empire, ils reconnaissaient l'importance cruciale de cette institution pour la survie du mouvement d'indépendance américain. S'ils pouvaient briser ce système, ils pouvaient gagner la guerre. Le comité de sécurité de Wilmington répondit à cette menace en interdisant l'importation de nouvelles personnes asservies, en désarmant chaque personne noire de la ville et même en déclarant la loi martiale. Mais rien de tout cela ne dissuada Thomas. En novembre 1775, le gouverneur royal britannique de Virginie publia la proclamation de Dunmore, garantissant la liberté à toute personne asservie prête à combattre ses maîtres patriotes. Thomas tenait enfin l'opportunité qu'il attendait. Il ne lui restait plus qu'à agir. Ce moment arriva quelques mois plus tard, lorsque des navires de guerre britanniques attaquèrent Wilmington. Bien que personne ne sache avec certitude comment Thomas et sa famille s'échappèrent, il est probable qu'eux et d'autres personnes en quête de liberté volèrent des bateaux pour rejoindre la sécurité de la flotte britannique. À l'automne suivant, Thomas, son épouse Sally et leurs enfants étaient en sécurité à New York, mais pas encore libres. Bien que les conditions fussent un peu meilleures, les Britanniques voulaient toujours utiliser la main-d'œuvre noire autant que les Américains. Thomas s'engagea dans les Black Pioneers and Guides, une unité qui fournissait des éclaireurs, des pillards et des ouvriers du bâtiment à l'armée britannique. Les soldats recevaient les mêmes rations et la même solde que leurs homologues britanniques, mais n'étaient pas formés au combat militaire, malgré le fait d'être souvent sous le feu ennemi. Pire encore, les Américains se firent un devoir de terroriser les soldats noirs. Lorsqu'une unité britannique fut prise en embuscade en Caroline du Sud, les Américains placèrent la tête d'un Black Pioneer sur un pieu en guise d'avertissement. Mais malgré tous ces risques, Thomas s'épanouit en tant que Black Pioneer. Il fut blessé 2 fois par les Américains, mais sa volonté et ses compétences naturelles de leadership le firent gravir les échelons pour devenir l'un des 3 sergents noirs de l'unité à la fin de la guerre. Comme nous le savons tous, les Britanniques perdirent la guerre,
mais ils honorèrent néanmoins leur promesse de libérer les milliers de personnes noires qui les avaient soutenues. En novembre 1783, Thomas et sa famille rejoignirent une évacuation massive de 3000 loyalistes noirs à destination de la Nouvelle-Écosse, alors sous domination britannique. Or, je sais, c'est le moment de l'histoire où vous vous attendez à ce que je vous dise que le prince qui survécut à l'esclavage en sauva sa famille, combattit dans une guerre et s'échappa vers le Grand Nord blanc, vécut heureux pour toujours. Mais ce ne fut pas le cas, et tout cela à cause de trahisons inattendues. La partie la plus cruciale pour commencer une nouvelle vie en Nouvelle-Écosse était la propriété foncière. La politique royale britannique promettait aux anciens loyalistes 81 hectares, 200 acres, s'ils étaient sous-officiers, 40,5 hectares, 100 acres, s'ils étaient soldats réguliers ou chefs de famille civile, et 20 hectares, 50 acres, pour chaque membre de famille supplémentaire. Pour Thomas, son épouse et leurs 2 enfants, cela signifiait qu'ils auraient dû recevoir 120 et 1,5 hectares, 300 acres, de terre pour démarrer leur nouvelle vie. Pourtant, ils ne reçurent rien, pas plus que de nombreux autres loyalistes noirs. Lorsque des terres leur étaient finalement attribuées, elles étaient souvent impropres à l'agriculture et difficiles à construire. Après l'arrivée de la famine, les habitants des colonies noires furent contraints d'échanger leurs vêtements contre de la nourriture, et beaucoup moururent de faim dans les rues. D'autres survécurent en acceptant des contrats de servitude sous engagement auprès de loyalistes blancs, des contrats à peine meilleurs que l'esclavage qu'ils avaient fui. En fait, de nombreux loyalistes blancs réalisèrent de jolis profits en vendant ces serviteurs sous engagement à des navires ou à des chasseurs de corps, cherchant à les réduire à nouveau en esclavage, aux États-Unis ou dans les Caraïbes. La situation devint si désastreuse que certains loyalistes noirs retournèrent dans le nord des États-Unis, en plein territoire ennemi, pour trouver refuge loin de leurs anciens camarades. Mais Thomas, lui, ne le fit pas. Sans surprise, il s'imposa immédiatement comme un leader du mouvement pour les droits des loyalistes noirs. Il se rendit d'abord auprès du gouverneur John Parr, gouverneur de la Nouvelle-Écosse en 1784, avec une pétition pour enfin accorder aux loyalistes noirs les terres qui leur étaient dues. L'accueil ne fut pas favorable. Après des tentatives répétées pour faire changer d'avis Parr au cours des années suivantes, Thomas se rendit au Nouveau-Brunswick en 1790 pour présenter la même requête à son gouverneur. Ce dernier se répandit en belles paroles sur l'égalité de traitement entre personnes noires et blanches dans sa province. Mais lorsque Thomas s'enquit des terres de qualité, le gouverneur dut admettre que la couronne les avait réservées aux loyalistes blancs. 7 ans après s'être vu promettre une nouvelle vie en Nouvelle-Écosse, les loyalistes noirs voyaient lentement cette promesse s'évanouir. Il était temps d'intensifier la situation. À l'automne 1790, Thomas Peters fut choisi par les membres de sa communauté pour remettre une pétition au ministre britannique des Affaires étrangères, William Grenville, au nom de plus de 200 familles de loyalistes noirs. Et par remettre, j'entends bien remettre en personne. Les pétitionnaires n'avaient pas de plateforme en ligne à l'époque. Thomas allait devoir traverser l'Atlantique, de la Nouvelle-Écosse à Londres, à bord d'un navire où il aurait pu facilement être réduit à nouveau en esclavage, s'il survivait même au voyage. Lui, un ancien charpentier de moulin asservi, devait se présenter dans les bureaux de l'Empire le plus puissant du monde et lui demander des comptes pour son manquement à sa parole. Et bien sûr, c'est exactement ce qu'il fit. L'arrivée de Thomas en 1790 ne pouvait pas être mieux chronométrée. Près de 2 décennies auparavant, les abolitionnistes avaient réussi à interdire l'esclavage en Angleterre. Le Parlement envisageait maintenant une législation pour l'interdire complètement dans toutes les colonies britanniques. L'expérience de vie de Thomas s'accordait parfaitement avec les points centraux du mouvement,
et cela aidait aussi que notre homme arrivait avec de solides références. Une lettre d'introduction de nul autre que le major général Henry Clinton, qui décrivait Thomas comme un sergent très actif dans un corps très utile. Entre ses rencontres avec les abolitionnistes et les fonctionnaires britanniques, Thomas entendit parler d'une opportunité qui pourrait bien fonctionner pour ses amis et sa famille restés au pays. La fin de l'esclavage en Angleterre avait laissé des milliers d'anciens esclaves dans des conditions très similaires à celles des loyalistes noirs en Nouvelle-Écosse. Pour résoudre ce problème, le Comité pour le secours des pauvres noirs, dirigé par le célèbre abolitionniste Granville Sharp, suggéra la relocalisation volontaire des personnes noires pauvres en Sierra Leone, en Afrique de l'Ouest. Le projet de loi approuvant la colonie de Sierra Leone fut adopté en 1791, pendant que Thomas Peters était à Londres. Bien sûr, cette situation concernant la Sierra Leone présentait des problèmes, le plus évident étant que la Sierra Leone n'était pas inhabitée. Des milliers d'Africains indigènes vivaient dans la région et n'avaient aucun mot à dire sur la formation de la colonie. Mais pour Thomas, qui avait vu son peuple terrorisé pendant près d'une décennie dans sa propre terre promise, il ne semblait pas y avoir de meilleure option. En 1791, il retourna en Nouvelle-Écosse, aux côtés de l'abolitionniste John Clarkson, pour recruter des loyalistes noirs pour la colonie. Les loyalistes blancs perçurent cela comme une menace, et le gouverneur Parr, le même qui avait rejeté la pétition foncière en 1784, fut furieux contre Thomas pour avoir exposé ses échecs en tant que leader. Les fonctionnaires locaux et les citoyens blancs, qui avaient jadis attaqué les résidents noirs pour avoir accepté des emplois à bas salaire, attaquèrent désormais physiquement Thomas pour avoir retiré cette main-d'œuvre. Ils refusèrent également de régler les dettes ou de mettre fin au contrat de servitude sous engagement pour ceux qui voulaient partir. Malgré ces difficultés, Thomas réussit à enrôler 1200 loyalistes noirs, ce qui représente l'écrasante majorité de ceux qui avaient le choix, selon le docteur James W. St. George Walker, spécialiste des loyalistes noirs. Mais son travail n'était pas encore terminé. Thomas et John Clarkson collaborèrent pour inspecter les 15 navires. Ils firent construire de nouveaux lits, améliorer la ventilation et retirer des ponts. Ce faisant, Thomas s'assurait qu'aucun de ses partisans, dont beaucoup avaient connu l'horreur de la traite négrière transatlantique, n'aurait à ressentir un tel inconfort lors de ce nouveau voyage. La flotte partit le 15 janvier 1792, arrivant en Sierra Leone 2 mois plus tard. Après s'être installé, Thomas rédigea son premier rapport aux Britanniques, dans lequel il les remerciait pour leur gentillesse, décrivait la beauté du temps et l'amabilité des marins. Puis, leur annonça que leurs provisions étaient de mauvaise qualité. Il s'attendait à mieux pour son peuple, pendant qu'il commençait le processus de culture de leur propre nourriture. Mais les problèmes de la colonie ne se limitaient pas aux provisions. John Clarkson et les autres abolitionnistes décrivaient la Sierra Leone comme un lieu qui offrirait des terres pour construire une nouvelle vie et une société démocratique, aveugle à la couleur, respectant les voix des Noirs. Mais lorsqu'ils arrivèrent finalement dans la colonie, Thomas se disputa souvent avec Clarkson au sujet des décisions de leadership. Lorsque les résidents noirs votèrent pour Thomas à un poste de direction, Clarkson l'accusa de semer le trouble et l'inculpa de vol lors d'un procès juridique à motivation politique. Le voyage et la difficulté de cette nouvelle vie en Sierra Leone semblèrent avoir des répercussions sur Thomas. Il commença à montrer des signes de maladie le 16 juin 1792, juste après le procès, et mourut quelques jours plus tard, à seulement 54 ans. Bien que Thomas Peters n'ait jamais eu l'occasion de le voir, la Sierra Leone a préservé son héritage. Il demeure le père de la nation de Sierra Leone, et sa statue se dresse aujourd'hui près de sa tombe à Freetown. Pour des personnes comme Thomas Peters, la Révolution américaine n'était pas le mouvement d'indépendance que nous célébrons aujourd'hui. Tandis que ces esclavagistes prêchaient la lutte pour la liberté à leur table,
leur hypocrisie le força à prendre les armes contre la Révolution. L'histoire de Thomas nous rappelle que si la Révolution américaine est présentée comme une lutte pour la liberté, cela incluait aussi la liberté de posséder des êtres humains. Pour les Afro-Américains qui restèrent aux États-Unis, leur révolution allait se poursuivre pendant des années.